Vous écoutez Bretagne 5, il est presque 8h18. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce lundi matin est Éric Laurent. Il est président de Renaissance Côte d'Armor et il a quitté son Trégor natal pour nous rejoindre au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane Hamon. Alors on va parler de politique ce matin, il y a beaucoup de sujets. On dira un mot tout à l'heure des municipales, Oui, parce que oui. ça y est, voilà, Ça démarre, le oui. calendrier calendrier se resserre, si vous me permettez le terme. Mais j'avais envie de vous entendre sur deux sujets ce matin, en particulier l'aide à mourir. On en parle beaucoup en ce moment avec ce texte de loi qui, j'allais dire aussi, rentre dans une forme de passion du débat, car c'est très philosophique, c'est très personnel. Et on parlera également tout à l'heure de la colère des agriculteurs dans un autre domaine. Sur l'aide à mourir, il y a une crainte. Et si demain on nous éliminait pour que nous coûtions moins cher? C'est un petit peu ce qu'on peut lire au gré de certains réseaux sociaux. Non, je crois que là, il faut savoir raison garder. Oui, c'est un sujet fort, c'est un sujet de société, et c'est un sujet, quelque part, d'être humain et d'humanité. Le texte voulu, porté, veut aller plus loin que la loi Leonetti, qui date de pas mal d'années maintenant. Et donc, il y a deux choses, il y a deux textes qui ont été discutés sur l'espace de la semaine, et le niveau des discussions des échanges a été de bon niveau. Ça prouve que c'est un sujet qui, quel que soit le camp politique, interroge et interpelle. D'un côté, les soins palliatifs, le constat, c'est qu'en France, on n'est pas tous égaux. Donc il y a des secteurs, il y a des endroits en France où l'accès aux soins palliatifs n'est pas optimum. Donc il faut renforcer ces soins palliatifs. Quand des personnes ont des maladies graves, malheureusement incurables, et dont on sait que l'extrémité naturelle sera le décès, c'est pour ça que je dis qu'il faut regarder ces sujets-là avec la plus grande humanité qui soit. On est confrontés les uns et les autres. Moi, je connais des personnes dans mon entourage proche ou un petit peu plus loin, touchées par des maladies. Je connais des personnes encore en ce moment victimes d'un cancer qui, malheureusement, l'échéance sera fatale. Les soins palliatifs sont là pour accompagner la personne, pour l'empêcher de souffrir, pour faire qu'elle continue à vivre et qu'elle puisse continuer à être entourée des siens, de ses proches, durant tout le parcours de la maladie. Il y a certaines pathologies, et c'est Charles Bietri qui s'en est exprimé il y a quelques jours lors d'une interview du président de la République sur TF1, atteint de la maladie de Charcot, qui est une maladie dégénérescente. C'est horrible, cette maladie, les souffrances que ça engendre, et certains patients, certains malades voudraient un moment que cela cesse. Et donc, tout le sujet de l'aide à mourir, c'est de pouvoir apporter une réponse au cas par cas, et c'est bien ça l'objet du texte, c'est bien ça l'objet, c'est pas de dire on va tuer des gens, c'est n'importe quoi, mais simplement il y a des personnes, il y a des patients, il y a des malades qui à un moment ont un tel niveau de souffrance, souhaiteraient pouvoir quitter ce monde dans les meilleures conditions, entourés de leurs proches, et ne plus souffrir. Voilà, c'était... Mais pour ça, il ne faut pas dissocier les deux. Il y a l'amélioration des soins palliatifs d'un côté, et de l'autre côté, l'aide à mourir, ce qui existe déjà dans certains pays. On sait qu'il y a des Français qui vont en Belgique, par exemple, pour être accompagnés comme cela. Mais voilà, c'est un sujet grave. Moi, à titre personnel, j'ai connu des gens qui avaient la maladie de Charcot. Je connais des gens malades, profondément malades. Maintenant, si le choix leur était offert ou leur est offert, c'est eux qui décideront avec leurs proches, avec le corps médical. Mais je crois que dans notre société, il faut pouvoir apporter des réponses, même sur des sujets très intimes et qui peuvent être un peu polémiques si ça n'est pas pris de la bonne façon. Voilà, il faut sécuriser le texte et à la fois laisser le choix. Et laisser le choix et faire en sorte que la personne, c'est son choix, entouré de ses proches, de sa famille, avec le corps médical, tout ça se fait, et y compris, si on va au bout du texte et du projet, in fine, c'est bien le corps médical qui est impliqué complètement dans la demande de la personne. Voilà, donc
il faut savoir traiter de ces sujets qui sont des sujets de société, y compris dans une société où on vit, enfin, en moyenne, on vit beaucoup plus longtemps, on est exposé à beaucoup plus de pathologies qu'avant, voilà. Moi, je dis, il faut traiter avec humanité. Je ne sais pas quelle serait ma position si je me retrouvais dans une situation où il n'y a pas de solution, il n'y a pas de... Voilà, une maladie incurable, il n'y aura pas. Il n'y aura pas d'amélioration. Et effectivement, avec les maladies dégénérescentes, on voit que chaque jour est plus difficile que la veille. Voilà. Voilà, donc on va suivre l'évolution de ce texte, évidemment. Autre chose, un tout autre domaine, cette fois-ci la colère des chauffeurs de taxi d'un côté, puis la colère des agriculteurs qui remettent leurs tracteurs sur les routes. Voilà un texte qui ne leur convient pas. Oui, alors un texte qui ne leur convient pas, le texte, ça commence aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Voilà. C'est pas que le texte ne leur convient pas. Je pense que le texte qui est sorti du Sénat, porté par un représentant des Républicains, et donc arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale, mais enfin il y était déjà depuis quelques jours en commission, et LFI et les écologistes ont déposé 2500 ou plus amendements, ce qui veut dire que dans les 5 jours qui sont prévus pour traiter le texte à l'Assemblée nationale, un texte de simplification, un texte qui répond à des problématiques soulevées par le monde agricole l'année dernière dans les grandes manifestations. Voilà, on ne va pas refaire... on voit très bien que dans les Côtes-d'Armor, on a été concerné. Je pense à Carnilien, je pense à Dinan, où il y a eu des blocages un peu partout, des trucs. La France est allée plus loin sur certains sujets que la réglementation européenne. Donc, il y a des sujets où il faut permettre aux agriculteurs français de se battre au même niveau que l'agriculteur voisin du pays d'à côté. Alors, il y a un sujet sur les phytosanitaires, voilà. Il y a un sujet sur l'eau, et il y a un sujet sur les extensions de bâtiments d'élevage. LFI et les écologistes, je le disais, ont déposé plus de 2500 amendements. Donc, dans la semaine qui est convenue pour examiner ce projet de loi, ça ne passera pas. Ça va être compliqué au niveau Ça va être compliqué. Alors, il se murmure que pourrait être déposée ce qu'on appelle une motion de rejet, c'est-à-dire que le texte n'est pas examiné à l'Assemblée s'il y a suffisamment de députés qui votent cette motion de rejet, et qu'à ce moment-là, on se retrouverait avec une CMP, commission mixte paritaire, composée pour moitié de sénateurs et de députés, qui devrait s'accorder sur un texte final. Et ce texte serait du coup adopté. Bon, je ne sais pas si c'est le schéma qui va être suivi, mais la réponse, on va l'avoir dans la matinée, je pense, ou en début d'après-midi, puisque ce texte, qui est important, parce que au moment où il y a eu le gros de la colère des agriculteurs, c'est Gabriel Attal qui était Premier ministre, et qui a pris des engagements fermes de simplification et de simplification pour le monde agricole. Voilà, donc soit on veut accompagner nos agriculteurs, soit on veut détruire l'agriculture française. Donc, il y a un choix qu'il faut faire. Maintenant, ce choix, il faut le faire avec modération, il faut le faire avec pragmatisme et savoir répondre aux problématiques. Voilà, je prends l'exemple simplement des retenues d'eau qu'on appelle les bassines. Alors, vous avez des opposants qui viennent détruire les bassines. On sait qu'aujourd'hui, il va y avoir des épisodes pluvieux qui vont être beaucoup plus importants et beaucoup plus forts que par le passé. Et puis, il y aura des périodes de sécheresse. Donc, si pendant les épisodes pluvieux, on récupère l'eau, on la stocke et on la réutilise pour une période plus sèche, ça permet de répondre à des besoins du monde agricole et des besoins de souveraineté française pour nous nourrir. Alors, est-ce que c'est la bonne solution ? C'est une solution, en tout cas. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Il faut travailler toutes les solutions, mais il ne s'agit pas de s'opposer pour s'opposer par principe d'opposition. Voilà. Alors, il y a aussi le débat sur les phytosanitaires qui agite beaucoup les écologistes, car effectivement, là, on pourrait remettre peut-être sur le marché produit, ce qui a été fait, enfin, pour partie, je pense aux producteurs de betteraves, dont les betteraves sont attaquées par des insectes. Il y a des produits qui sont interdits en France et qui sont utilisés juste de l'autre côté de la frontière.
remettre temporairement et sous contrôle ces produits à disposition du monde agricole pour la betterave, pour les noisettes, c'est leur permettre de produire, mais dans le même temps, ce qu'il faut, c'est ce qui avait été dit d'ailleurs par le président de la République, on supprimera un produit quand on pourra substituer quelque chose d'autre. Alors sur certains produits, on est allé un peu vite en besogne. Il se trouve que ça pose des difficultés de production pour les agriculteurs. Alors vous avez d'un côté, oui, les écologistes qui disent pas question de revenir ces produits, et puis de l'autre côté, le monde agricole qui dit comment on fait. Moi, je ne l'utilise pas et j'ai pas de production, et de l'autre côté de la frontière, à quelques kilomètres, je vais prendre un exemple, je sais pas, les noisettes ou autres, elles poussent de chaque côté de la frontière, et vous avez mon collègue dans le pays voisin qui produit des noisettes avec le produit. Donc voilà, là, il faut un débat calme, il faut un débat posé, mais il faut apporter des réponses à nos agriculteurs. Là encore, je parle de souveraineté et de nourrir la nation France. Finalement, le débat est également européen, puisque là, on rentre dans une forme de distorsion de concurrence. Oui, et ce qui a été soulevé depuis des années, c'est quand même qu'en France, on est allé plus loin que les réglementations européennes. Alors, aujourd'hui, on a un fonctionnement de l'Union européenne qui va beaucoup mieux. Il faut aussi travailler de l'intérieur. Pourquoi on s'applique une règle en France et puis on laisse le reste de l'Europe suivre la règle commune. Et nous, on ne respecte pas on rase plus blanc quelque part. Alors c'est bon, je suis d'accord, on va plus vite. Mais si on va tout seul, le reste de l'Europe n'est pas au même tempo. Donc le travail de nos députés européens, de notre représentation européenne, au Conseil des ministres européens, eh bien, c'est de faire en sorte qu'on ait une agriculture européenne qui avance au même pas et qu'on avance au même pas en France et ne pas pénaliser nos agriculteurs en leur mettant une réglementation qui est plus compliquée que celle de leurs concurrents. Dans un autre domaine, voilà qui fait débat également, ça c'est sur notre quotidien. On entend une voix, celle de Gérald Darmanin, qui pour lutter contre le trafic de stupéfiants préconise tout simplement d'abandonner les paiements par argent liquide. En gros, disparition de l'argent liquide et on passe à l'électronique. Est-ce que selon vous c'est une bonne idée, fausse bonne idée ou un coup de com'? Bon, moi j'ai aucun avis personnel sur le sujet. Je dirais simplement 2 ou 3 choses. Bon, l'argent liquide, certes. On voit aujourd'hui les crypto-monnaies. C'est pas quelque chose d'hyper surveillé. On voit d'ailleurs qu'il y a de l'intérêt pour les crypto-monnaies, puisqu'on enlève allègrement et on mutile allègrement. Enfin, je le dis sans humour, hein. Allègrement des chefs d'entreprise qui ont créé des crypto-monnaies. Non, je crois que enfin, la solution, à mon avis, elle n'est pas là. C'est une proposition. Je pense que des propositions, il faut qu'il y en ait, mais il faut étudier toutes les propositions. Ce qui m'inquiète le plus, c'est comment se fait-il que des gamins de 12 ans, dans la rue, fassent les choufs pour les grands frères. Comment se fait-il qu'un gamin de 12 ans passe la moitié de sa soirée, de sa journée, à faire le chouf? Et donc, quand la police elle arrête le gamin de 12 ans, il a moins de 15 ans, on le relâche. Je pense qu'il y a un sujet qui est l'occupation du domaine public par des enfants qui sont sans surveillance et qui sont utilisés comme j'allais dire la chair à canon, non, c'est ce que d'autres font ailleurs dans des cas de conflit, mais qui sont utilisés par les grands frères pour faire le business. Problème sociétal. Il y a un problème sociétal, il y a des choses à régler, de famille monoparentale, je le sais, mais un gamin, il a une mère et un père, bien souvent, c'est le modèle classique, mais bon, après, il peut avoir 2 parents autrement, peu importe. Mais il y a certains parents, dans des couples, faits et défaits, qui ont démissionné et qui laissent le soin à l'autre de gérer. Il y a un problème sociétal à régler, il y a un problème, pour moi, c'est pas naturel, c'est pas normal que des gamins mineurs soient dehors à 22, 23 heures, minuit. Déjà, si on arrivait à rompre un peu le flux de gamins disponibles, je pense que ceux qui vendent de la drogue seraient aussi un petit peu plus embêtés, parce qu'ils auraient moins de guetteurs, et donc quand tu as les forces de l'ordre qui font leur boulot, et je salue le travail qu'ils font, parce que quand ils arrivent dans les cités, justement, ils ont les choufs qui les surveillent, il y a des choses qui volent du dernier étage des bâtiments, et leur vie est compliquée, hein, ils font un travail formidable. Mais voilà, je pense que c'est pas une histoire d'argent liquide. Après, il faut s'interroger sur le fait... là encore, de jeunes
qui portent des vêtements de marque, des bijoux de marque, des machins, des trucs, on se demande comment ils les sont achetés, quoi. Donc, pour moi, il faut taper au porte-monnaie, il faut retravailler sur le champ familial. C'est vraiment un sujet sociétal et ça ne peut pas être que du yaka faucon. Avec aussi le porte-monnaie des gros bonnets de la drogue. C'est un vieux terme, mais on le ressort un petit peu aujourd'hui, qui deviennent finalement des gangs très organisés. On l'a vu. On l'a vu, je pense à l'épisode tragique de Mohamed Amra et son évasion. On voit bien qu'il y a de l'argent derrière. Il a pu fuir à l'étranger parce qu'il y a de l'argent. Donc ces gens-là disposent, les têtes de réseau, de montagnes d'argent qui leur permettent de vivre cachés, de vivre tranquilles et de faire le sale boulot par des petits jeunes qui s'entretuent sur la dalle Kennedy à Rennes. Et c'est tragique. Donc il faut taper au porte-monnaie ces gens-là. C'est pas normal quand on arrive à... Et je pense que... Enfin, je sais que la police fait un boulot, la justice fait un boulot aussi pour cerner mieux les profils et puis voir d'où provient l'argent. Parce que quand vous avez une belle voiture, quand vous avez un machin, vous ne travaillez pas, il vient d'où l'argent, quoi. Donc, bon, voilà. Mais c'est un sujet très large et qui ne peut pas se résumer à on arrête l'argent liquide. Je ne suis pas sûr que dans des pays où il y a presque plus d'argent liquide à circuler, je pense dans les pays du Nord où tout se paye par carte, il y a toujours du trafic de drogue. On trouvera toujours des solutions. Il y a toujours une solution à la contrainte. Aujourd'hui, on entend aussi des commissaires de police qui ne sont pas du tout contents. Bruno Retailleau est venu ici en Bretagne il y a quelque temps, justement, suite aux fusillades sur la dalle Kennedy à Villejean, à Rennes. Il avait promis des effectifs, ils ne viennent pas. Il faut mettre plus de moyens aujourd'hui pour qu'il y ait des enquêteurs essentiellement pour remonter aussi des filières. Mais des moyens, on en a mis depuis plusieurs années. Moi, je citerai qu'un exemple, en Côte-d'Armor, pas très loin d'ici, création d'une brigade de gendarmerie à Bron. Parce que le trafic, il est partout. Hein. Il est partout. Il est aussi dans les campagnes. Oui, parce que c'est beaucoup plus facile. C'est peut-être moins surveillé. Donc, allez, vous faites quelques kilomètres, vous sortez de Rennes un peu, puis vous allez acheter votre cocaïne, les méthamphétamines, vous allez acheter tout ce que vous voulez. Vous trouvez le petit supermarché du coin, quoi, quelque part. Et donc, des brigades de gendarmerie, il y en a qui ont été créées. Maintenant, des moyens pour la police, il y en a qui ont été mis à disposition. Des moyens pour la justice. Sous Emmanuel Macron, les budgets des ministères régaliens, justice, police, ont été largement augmentés. Maintenant, si on écoute la police, on arrête les malfaisants et les juges les remettent en liberté. Il y a un problème là aussi entre la justice et la police. Il y a un problème d'immédiateté de peine qui n'est pas appliqué. Je pense aux jeunes aussi, je reviens aux jeunes. Quand vous avez des jeunes qui ont 15 condamnations et qui n'ont jamais passé 1 heure en prison, on peut se poser la question, quelques nuits en prison, peut-être que ça fait réfléchir. J'imagine que ce n'est pas le tout confort comme certains veulent parfois le laisser croire. Quand vous vous retrouvez assise dans une cellule, et donc... Éric Dupond-Moretti avait engagé la construction de nouvelles prisons en France. Ça prend du retard pour plein de raisons, mais des raisons qui ont été citées, c'est-à-dire tout le monde veut des prisons, mais pas à côté de chez moi. Donc voilà, là encore, ça forme un tout. Je comprends la police qui demande des moyens. Il y a eu des moyens supplémentaires qui ont été mis à la disposition de la police et de la justice. Et en bout de chaîne, il manque des places en prison. Alors c'est tragique d'emprisonner, mais il faut emprisonner. Et après, quand les gens sortent, il faut accompagner. C'est ce que propose aussi Gabriel Attal dans le projet qu'on est en train de construire. C'est faire en sorte qu'un détenu qui sorte de prison ait une perspective. Il y a aussi une question de santé publique. S'il y a un business, pardonnez-moi le terme, c'est qu'il y a des consommateurs. Et là aussi, on peut s'interroger sur l'explosion de la consommation des produits stupéfiants. Oui, je crois que la France est le pays européen qui consomme le plus par habitant de produits stupéfiants. Donc il y a... Oui. Je n'ai pas la réponse du pourquoi, mais en France, on est dans un pays où on accompagne les citoyens, on les protège quand il y a des difficultés. Enfin, on ne reviendra pas sur la période Covid et tout ce qui a suivi, qui a fait qu'on a protégé tout le monde, on a aidé toutes les professions, on a fait tout ce que l'on pouvait. Et en France, on est dans le pays où, effectivement, vu de l'extérieur, on est un pays qui semble très attractif. Et à l'intérieur, on s'aperçoit qu'il y a une consommation de drogue qui est importante par habitant. Et effectivement, le consommateur, il est à l'origine du business qu'il y a derrière. Et les prix ont baissé énormément. Hein. La cocaïne, elle arrive par centaines de kilos.
Il y a des filières dans tous les sens. La France est bordée de ports. Il y a des tout petits ports où on peut débarquer d'un voilier. Et la cocaïne, je crois qu'elle a baissé de moitié de prix en quelques années. Donc, ça interroge là aussi. bien oui, ça interroge, mais la production est énorme en amont. On l'écoule vers l'Europe et notamment la France où il y a une porte d'entrée, mais il y a quelques portes d'entrée au sud et au nord aussi. Et la drogue circule abondamment et est beaucoup moins chère qu'il y a quelques années. Je prends l'exemple de la cocaïne qui ne devait pas être forcément un produit très accessible il y a quelques années. Moi, je n'ai pas les tarifs, je ne suis pas consommateur, donc je ne citerai pas les tarifs, mais je sais qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins cher qu'avant. Et vous avez des tas de gens, regardez les faits divers tous les matins. L'autre fois, c'est un chauffeur de car qui transportait des enfants sur du ramassage scolaire qui était positif à la cocaïne. Ça se banalise finalement. Ça se banalise. Et les consommateurs pensent qu'ils sont à l'abri, que c'est pas grave, que c'est pas méchant. J'en ai pris mon samedi soir, et après je pars au lundi faire ce que j'ai à faire ou je conduis ma voiture. Mais c'est comme l'alcool, ça reste dans l'organisme. On va parler des municipales. Je voulais juste vous entendre sur deux sujets. La vie politique française aujourd'hui qui est toujours autant fracturée. On en avait parlé l'autre fois lorsque vous êtes venu. Et puis, ces sabotages qui ont eu lieu dans le sud de la France en pleine clôture du Festival de Cannes. C'est deux transformateurs qui ont brûlé. Alors, un d'abord et puis l'autre ensuite. L'autre hier. Voilà. Et cette ligne, à haute tension, les images sont assez spectaculaires de ce pylône qui penche un peu du nez. Ligne à très haute tension, donc qui a été sabotée également. Actes qui ont été revendiqués par deux groupuscules des anarchistes. Alors voilà, pour l'instant, il n'y a pas eu d'authentification des revendications. Dans une autre vie, vous avez été en charge du réseau d'électricité. J'imagine que ça vous a interpellé. Oui, parce que quand je vois ces ouvrages qui ont été incendiés, moi j'ai travaillé dedans. Au début de ma carrière, j'ai exploité ce qu'on appelle les transformateurs principaux, ces gros postes de transformation qu'on appelle nous des postes sources. Il y en a 2800 en France. Je les ai exploités, j'ai travaillé, j'ai donné des accès pour que les salariés puissent travailler. C'est un environnement dans lequel on ne se déplace pas comme ça, quoi. C'est très dangereux. Il y a des niveaux de tension qui sont très élevés. Et vous avez des endroits, si vous y allez, vous risquez... une grande partie le matériel est à nu, il est juste un petit peu au-dessus du sol. Vous faites le moindre mouvement en dessous, vous êtes électrocuté. Donc d'abord, aller saboter ces installations, il faut se poser la question du pourquoi. Que cherchent celles et ceux qui ont fait ça? Ça pénalise l'ensemble des habitants de proximité. Là, à Cannes, c'était 160 000 habitants. Hier, l'autre ouvrage qui a été agressé, c'est une quarantaine de milliers d'habitants. Oui, un poste comme ça, on en a des dizaines et des dizaines dans les Côtes-d'Armor. C'est souvent 40-50 000 habitants particuliers, entreprises, commerçants qui sont alimentés par ça. D'abord, c'est pénétrer dans ces ouvrages qui sont surveillés. Il y a des caméras, il y a des détecteurs de fonctionnement, mais pénétrer dans ces ouvrages, c'est mettre en péril sa vie. Faut-il encore le rappeler. Et quant à aller saboter un pylône, le déboulonner pour le faire tomber, il était chancelant, il n'a pas tombé au sol. Mais moi, je ne m'amuserais pas à faire ça. Parce que là encore, c'est hyper dangereux. Si ça... Je souris, mais... Je ne le ferai pas. Voilà, on imagine... La ligne, elle est sous tension au-dessus. S'il se passe le moindre truc, le moindre amorçage, vous êtes brûlé par l'arc électrique. Donc les gens qui font ça, la question du pourquoi, et en plus... on se met en danger. Ce sont des installations de très haut niveau qui sont exploitées par des gens formés et compétents. Et quand on est un béotien et qu'on s'approche de ça, on met sa vie en péril et on peut mettre la vie en péril de celles et ceux qui sont à proximité. Avec une question, la fragilité du réseau en termes de surveillance, j'imagine bien que sur presque 30 000 postes, vous ne pouvez pas mettre une personne à chaque poste à surveiller. Ça pose la question. La question, c'est du pourquoi, du comment. Pourquoi on attaque ces ouvrages? Ces ouvrages, ils servent, c'est un bien commun, ils servent à tout le monde, à tous nos concitoyens. On est là... on a besoin de l'électricité. Ce matin, vous en avez besoin pour que ça marche ici. Oui, sinon, il n'y a pas de radio. Sinon, il n'y a pas de radio. Donc, il n'y a plus de radio, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'ascenseur qui fonctionne. Ceux qui créent ces troubles et qui mettent leur vie et la vie des autres en péril, je pense aussi au fait que vous coupez des hôpitaux, vous coupez des cliniques, vous coupez des centres de santé.
Si à un moment l'ouvrage de secours ne fonctionne pas, vous mettez en péril. Imaginez les blocs opératoires, les hôpitaux, la plupart des hôpitaux ont des groupes de secours pour faire face à une défaillance. Mais si l'appareil a un incident au même moment, vous vous retrouvez dans une situation critique. Donc celles et ceux qui font ça mettent en péril, au-delà du périmètre dans lequel ils interviennent, la vie de nos concitoyens. Alors les enquêtes sont en cours, évidemment, elles vont avancer, on en saura sans doute un petit peu plus. Oui. Je fais confiance aux enquêteurs. Hein. Ils trouveront, j'en ai l'intime conviction, ils trouveront quelques éléments qui leur permettront de remonter. Mais ce qu'il faut surtout, c'est faire en sorte que personne n'ait envie de dupliquer de pareils... Faut pas que ça donne d'idées, quoi. Non, faut pas que ça donne d'idées, parce que c'est une très mauvaise idée. C'est dangereux. Et ça peut présenter un caractère de danger pour celui qui fait ou celui qui est à proximité. Depuis un an, on a ces déstabilisations, on l'a vu avec le TGV qui avait été saboté. Là encore, les enquêtes sont en cours. Des émetteurs de télévision et de radio qui ont été sabotés également, de radiotéléphonie, y compris ici en Bretagne. On a une forme de déstabilisation du pays alors que les élections municipales arrivent. Et vous me voyez venir d'ailleurs. Oui, municipales, oui. Comment faire... j'allais dire campagne, et comment faire avancer la démocratie, ou en tout cas la préserver dans un pays qui est autant déstabilisé? Alors, pour moi, il y a deux choses. Il y a la politique nationale, et la politique, c'est la vie de la cité, et je vais me ranger sous le terme des municipales sur la vie de la cité. D'un côté, la politique nationale, on voit qu'on a un corps électoral qui est fracturé, on voit qu'on a deux extrêmes, et entre les deux extrêmes... nous, on se situe là, aujourd'hui, avec les partenaires avec lesquels nous sommes au gouvernement, aux responsabilités. Et c'est de notre responsabilité d'accepter de travailler avec les autres pour faire en sorte que la France avance et qu'on agisse. C'est la volonté de Gabriel Attal, qui l'a affirmé le 6 avril quand on était à Saint-Denis. On était très nombreux à Saint-Denis, on a passé une très belle journée. Et aujourd'hui, c'est le camp de l'espoir, et c'est 2 ans pour agir. 2027, c'est dans 2 ans. Les Français n'attendent pas à ce qu'on s'occupe des présidentielles dès maintenant. Les Français ont des préoccupations quotidiennes, et notre job, quand on est aux responsabilités, c'est de traiter des préoccupations quotidiennes de nos concitoyens. Maintenant, la vie de la cité, plus localement. C'est pas forcément la place de la politique politicienne dans les communes. Dans la plupart des communes, déjà, il y a des communes où c'est très difficile de faire une liste. Donc, il s'agit de s'entendre. Plus encore avec la parité aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a 25 ou 27 000 communes en France qui sont désormais concernées, à moins de 20 000 habitants. Alors, en Côte-d'Armor, on a 373 communes, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a bon nombre qui, aujourd'hui, pour 2026, vont devoir sortir des listes paritaires. On arrive à le faire au régional, on arrive à le faire au départemental. Alors je pense qu'on peut y arriver, et c'est ce que demandait l'Association des maires ruraux de France, qui a aussi la parité dans les petites communes, parce que le panachage, le machin, je t'oreille sur la liste, je raye un machin et je remarque un nom, et donc à l'arrivée, on se retrouve dans des communes où 80% du conseil municipal, ce sont des hommes, dans les petites communes. Il me semble qu'en France, et je ne dis pas de bêtises, là, quand je dis il me semble, c'est juste, il y a plus de femmes que d'hommes. C'est une bonne chose, finalement. Oui, donc... non, et puis des femmes, il faut les encourager à s'investir. Beaucoup le font en politique, mais y compris dans les petites communes. Et les femmes, dans la vie de la société, tous les jours, elles ont leur place, elles l'occupent, elles font des choses. Et voilà, il faut cesser de verrouiller l'accès où ça se faisait à certains endroits, aux conseils municipaux, en disant c'est une affaire d'hommes. Non, c'est une affaire de citoyennes et de citoyens, la vie de la commune. Alors voilà, les municipales, c'est la plus belle élection. On va terminer là-dessus. Oui. Parce que voilà, le temps va très vite. Juste un mot, vous êtes en ordre de marche? Oui, on est en ordre de marche, on y travaille. Et tout ça va, d'ici l'automne, va se mettre en place. Voilà. Éric Laurent, président de Renaissance Côte-d'Armor, était avec nous ce matin. Merci infiniment. Je vous souhaite une très belle journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.